Mois après mois, la crise de l'euro se transforme en descente aux enfers pour la monnaie commune et l'économie, mais aussi en risque de désintégration de tout le projet d'Union européenne. Les sommets de la dernière chance se sont succédés à un rythme effréné, sans parvenir à donner un coup d'arrêt décisif à la crise. La menace d'un éclatement de la zone euro est passée d'un scénario farfelu à une hypothèse de travail pour les entreprises, les banques et les gouvernements. Quant aux médias, ils tiennent leur public en haleine. Des médias qui mettent le sensationnel à la une sans toujours faire l'effort pédagogique indispensable pour dégager les mécanismes et les enjeux de la crise. Expliquer, clarifier les enjeux pour mieux comprendre les origines et les voies de sortie de crise, c'est l'objectif que s'est donné Jean Pisani-Ferry avec son livre « Le réveil des démons ». Jean Pisani-Ferry, bonjour. Bonjour. Alors, Jean Pisani-Ferry, ces démons qui se réveillent dans la crise de l'euro, ce sont qui ces démons ? D'abord, ce sont précisément les démons de la crise, de la spéculation, de marchés qui nous tiennent tous en haleine et qui tiennent les gouvernements en respect. On avait quand même dit que tout ça avait disparu, précisément avec l'euro, que les crises de change qui avaient marqué les années 90, c'était fini, que l'euro nous protégeait de la crise, et tout à coup, on voit brutalement la crise revenir sous une autre forme sur les marchés obligataires au lieu du marché d'échange. On est passé de l'euro ennuyeux à l'euro qui fait la une de l'actualité. Ah oui, on est passé, l'euro était ennuyeux et je cite Mervyn King, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui disait « Notre but à nous, les banquiers centraux, c'est d'être ennuyeux ». Et ils n'ont pas tout à fait réussi ces derniers temps. Alors les démons, c'est aussi autre chose, c'est aussi les démons politiques. Il y a aussi les tensions qu'on voit se manifester, la germanophobie, la manière dont les Allemands aussi ont traité les Grecs avec pas mal de mépris. Et donc toute cette atmosphère qu'on voit se recréer entre les participants de la zone euro, qui nous rappelle quelques mauvais souvenirs. Alors, on va en parler longuement. Alors, je voudrais d'abord rappeler que vous êtes directeur du think tank européen Bruegel, que vous êtes professeur associé à l'université Paris-Dauphine, que vous êtes chroniqueur régulier du Monde de l'économie, et puis que votre essai « Le réveil des démons » est l'un des 10 essais qui ont marqué 2011, selon le quotidien Les Échos. Alors, vous rappelez dans votre livre que la crise de l'euro éclate brutalement le 16 octobre 2009, le jour où le Premier ministre grec, fraîchement nommé, Georges Papandréou, annonce que les chiffres de déficit de la dette grecque sont falsifiés et ont été falsifiés par son prédécesseur. Alors, on a dit qu'on est passé à ce moment-là de l'euro ennuyeux à la crise assez brutalement. Et finalement, ce que vous indiquez dans le livre, c'est qu'il y a eu comme une sorte de vice de fabrication de l'euro dont on prend conscience à ce moment-là. Comment n'a-t-on rien vu venir ? Sur la Grèce, tout le monde savait que les chiffres n'étaient pas parfaitement exacts. Mais personne ne soupçonnait que l'écart était aussi important. C'est-à-dire que ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, si on reprend toutes les années que la Grèce a passé dans l'euro, en moyenne, l'écart entre le déficit qui était annoncé à l'époque et le déficit qu'on connaît maintenant, c'est 2 points par an. Donc c'est quand même, on n'est pas chiffre après la virgule, c'est quand même considérable. Et donc tout à coup, on a découvert l'ampleur du désastre. Mais il n'y a pas que la Grèce, parce qu'on avait des pays qui étaient équilibrés, il y avait l'Espagne qui était équilibrée. Bien sûr. Et tout d'un coup, on découvre que tout ça se dérègle. Oui, non, mais ça c'est l'erreur de voir tout à travers le prisme budgétaire, le prisme du respect des règles. Il y a une vision de la crise de l'euro qui dit que les gens n'ont pas respecté les règles et il suffit de faire respecter les règles et tout ira bien. Mais en réalité, il y a d'autres pays qui respectaient parfaitement les règles. L'Espagne, l'Irlande étaient plus que dans les clous. L'Espagne avait un excédent. Parmi les vertueux. Et c'était vertueux. L'Espagne avait un excédent avec 40% de dette publique. L'Irlande avait un équilibre, avait 25% de dette publique. Mais par contre, du côté de l'économie privée, on avait un boom insoutenable du crédit et de l'immobilier. Et ça a continué, et on n'a pas voulu vraiment... Boom insoutenable de l'économie privée, de l'immobilier, du crédit et de l'immobilier. Oui. Alors, quel rôle a joué la mise en place de l'euro et de la zone euro pour expliquer ça a contribué parce qu'on a brutalement eu une baisse des taux d'intérêt. Dans un pays comme l'Espagne, c'était clair. L'Espagne avait des taux d'intérêt élevés. Rejoint l'euro, les taux d'intérêt baissent. Ça commence à développer le crédit, la demande de crédit. Et puis l'inflation
commence à augmenter, puisqu'il y a ce boom de la demande intérieure. L'inflation augmentant, ça baisse les taux d'intérêt réels, donc les gens payent moins cher en fait en termes réels, et donc ça déclenche cette frénésie immobilière. Et donc il aurait fallu arrêter ça. Donc l'euro a été un peu un pouce au crime. L'euro a été un pouce au crime. Alors en principe, la compétitivité devait corriger ça, équilibrer ça. C'est-à-dire le fait que si on fait plus d'inflation, on avait des taux d'intérêt réels plus faibles, mais on perdait en compétitivité. Sauf que ça, c'est une force de rappel très très lente. Et donc ça ne suffisait pas, et il y a eu une distorsion énorme dans l'économie espagnole, dans l'économie irlandaise, le secteur de l'immobilier qui gonfle, le secteur des biens échangés qui en subit les conséquences. Et il fallait faire de la fiscalité, il fallait faire de la réglementation. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, dans le cas de l'Espagne, c'est que donc l'Espagne a bénéficié de taux d'intérêt anormalement faibles, alignés sur ceux de l'Allemagne, qui ont provoqué une bulle spéculative, et que si l'Espagne avait gardé la pesette, la Banque d'Espagne serait probablement intervenue pour faire monter les taux d'intérêt et que les taux de change auraient corrigé de façon mécanique un certain nombre de déséquilibres. On pouvait faire des choses à l'intérieur de l'euro. Et qu'on n'a rien vu. On n'a rien vu venir de tout ça. C'est-à-dire que la pression interne dans ce genre de situation pour ne rien faire est considérable. Parce qu'il s'agit pour chacun de savoir s'il va pouvoir s'endetter, participer à cette frénésie générale. Tout le monde en Espagne spéculait. Tous les gens qui avaient un peu de moyens spéculaient, achetaient des appartements, les revendaient, etc. Donc arrêter ça, ça veut dire soit mettre des limites quantitatives au crédit, soit mettre des limites sur la durée des emprunts, soit mettre des limites sur la fiscalité des emprunts. Et tout ça est très douloureux parce que ça veut dire pour une partie des gens, c'est fini, vous ne pouvez plus participer à la fête. Donc la capacité interne de le faire était limitée. Et bon, la Banque d'Espagne s'est plutôt très très bien comportée dans la gestion des risques vus du côté bancaire. Mais elle était en avance sur les autres. Mais l'obsession budgétaire européenne, le fait qu'on considérait que l'économie privée est stable par essence et que les déséquilibres viennent plutôt du côté de l'économie publique, a fait qu'on n'a pas exercé de pression sur l'Espagne ou sur l'Irlande pour qu'ils corrigent ça. Et à l'intérieur, c'était trop difficile politiquement. Je trouve que j'en avais parlé avec des responsables espagnols. Ils disaient, on était conscients, mais simplement, politiquement, on n'était pas capable d'aller porter ça et de dire, voilà, on va augmenter la fiscalité sur les emprunts immobiliers. Alors, le fait que vous ayez parlé de l'Espagne et puis de l'Irlande montre que la crise n'est pas circonscrite à la Grèce, qu'il ne faut pas se focaliser sur la Grèce. Elle s'est rapidement propagée. On s'est rendu compte que des foyers de crise étaient dans tous les pays, à tel point qu'aujourd'hui, on parle de deux zones euro, d'une zone euro nord et d'une zone euro sud. Alors, on pensait que la mise en place de l'euro allait entraîner la convergence des économies, et ce que vous dites dans le livre, c'est que finalement, on est arrivé à la divergence des économies. C'est la grande divergence, parce qu'on entre dans l'euro, en fait, avec l'Allemagne qui est en situation difficile. Il faut rappeler, en 1999, l'Allemagne est en déficit extérieur. La France se compare très favorablement à l'Allemagne en 1999, ou en 1998, au moment où on entre dans l'euro. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne est encore sous l'effet du boom de l'unification, qui lui a fait perdre en compétitivité, qui a fallu digérer ce boom considérable, ce choc considérable de l'unification. Et pendant toutes ces années 90, la France a gagné en compétitivité vis-à-vis de l'Allemagne. Donc la France, au tournant des années 2000. Voilà, au tournant des années 2000. Et la France, et de manière générale l'Europe du Sud, puisque l'Europe du Sud aussi a eu ses dévaluations à l'époque. L'Italie, l'Espagne ont eu leurs dévaluations. Et donc l'Allemagne, du coup, entre dans les années 2000 dans une situation dans laquelle ils se rendent compte qu'il y a des efforts considérables à faire. Et les entreprises, largement, en fait, au départ, indépendamment de la politique publique, ensuite appuyées par la politique publique du chancelier Schröder, des entreprises, avec souvent l'accord des syndicats, des partenaires sociaux, mettent en œuvre une politique de réduction des coûts, de restructuration considérable de l'industrie allemande. Donc, compression de la demande intérieure, compression des coûts, pénitence, 10 ans de pénitence pour l'Allemagne et 10 ans de boom pour l'Europe du Sud. Et ça, à la fin de ça, on a une divergence et on a des écarts de balance des paiements avec l'excédent allemand d'un côté, les déficits des pays du Sud, le capital, en fait, qui va de l'Europe du Nord vers l'Europe du Sud, ce qui est en principe bien, puisque c'est facteur de développement, sauf qu'il va dans l'immobilier, il va dans le crédit, et donc il alimente ce boom insoutenable. Alors finalement, les difficultés allemandes au tournant des années 2000 ont été un espèce d'effet d'aubaine pour les pays d'Europe du Sud qui se sont aveuglés, et les Allemands, amenés à se confronter aux difficultés, ont pris les bonnes décisions pour se préparer à la globalisation et à la compétitivité.
Oui, moi je suis assez admiratif de ce qu'a fait l'industrie allemande, c'est-à-dire qu'elle a reconstruit ses positions dans le commerce international en se restructurant complètement, c'est-à-dire en conservant de la production en Allemagne. On voit bien aujourd'hui dans le fait que l'Allemagne est le pays européen dans lequel la part de l'industrie dans la valeur ajoutée est restée stable, mais en même temps en délocalisant toute une partie des chaînes de production. Donc ils ont, contrairement à ce qui se passe par exemple en France où on a à la limite, on pourrait dire, on a encore des villages Potemkin avec de l'industrie en apparence, mais derrière les entreprises qui créent leurs nouvelles unités de production, leurs nouveaux produits, les développent ailleurs. En Allemagne, on a vraiment restructuré profondément en gardant certains segments en Allemagne et en délocalisant le reste, d'autant plus qu'évidemment qu'il y a la proximité avec l'Europe centrale. Mais ça donne une économie allemande surcompétitive quelques années après. Alors ça, c'est ce qui était tout en souterrain avant la crise de 2008, et puis survient 2008, la crise des subprimes, la faillite de Lehman Brothers. Les États interviennent massivement et très rapidement pour sauver le système financier. Et aujourd'hui, on a l'impression que le système financier se retourne contre les États. Alors, comment fait-on face à cette situation nouvelle? Vous dites, il y a un chapitre dans votre livre qui dit, qui est titré « Il faut apprendre à danser avec les loups ». Oui, alors d'abord, ce qu'on a, c'est donc le capital privé qui cesse d'aller vers l'Europe du Sud, brutalement. Donc c'est un phénomène de crise de balance de paiement à l'intérieur de la zone euro. Oui, le Nord finance le Sud avant la crise. Le Nord finance le Sud avant la crise par du capital privé. Ce n'est pas du tout de l'aide ou quoi que ce soit. Et tout à coup, on a un phénomène comme on l'a connu dans les pays émergents, d'arrêt brutal, de renversement des mouvements de capitaux. Et du coup, le capital privé ne finance plus. Ce qui fait que les banques centrales sont obligées de se substituer. Finalement, ça ressemble à ce qui s'est passé dans les pays émergents à la fin des années 90. Exactement, c'est ce qu'on appelle les sudden stops, les arrêts brutaux. Les pays émergents ont tiré les leçons d'ailleurs. Les pays émergents ont tiré les leçons. Pour eux, ça a été un traumatisme, ils se sont mis à accumuler des réserves. Et là, donc, l'avantage de l'euro, du coup, c'est que le financement est automatique, mais du coup, ça veut dire que les banques centrales se substituent aux banques. Donc ça, c'est un premier phénomène. L'autre, évidemment, c'est le début de crise sur les dettes publiques, à partir de la gestion de la crise grecque, qui, parce qu'on n'a pas su choisir entre deux solutions de la crise grecque, c'est-à-dire l'une qui consistait à dire la Grèce est insolvable dès le début, dire la Grèce est insolvable, on traite la crise grecque, c'est un cas à part, et on traite ce cas, donc on impose une perte aux créanciers de la Grèce, mais c'est en marquant clairement la différence entre la Grèce et le reste, et l'autre qui consiste à dire on veut préserver le caractère sûr de l'actif public. Donc, on va socialiser la dette grecque, on va payer pour les Grecs et on fera ce qu'il faut. Ça aura coûté 2 points du PIB de la zone euro. Mais du coup, on garantit absolument que la dette publique est sûre. Et en fait, on hésite sans arrêt entre les deux positions. Et en hésitant entre les deux positions, on crée progressivement de l'inquiétude sur l'ensemble des dettes publiques. Mais là, on s'aperçoit à ce moment-là que les banques détiennent de la dette grecque et qu'il y a des phénomènes de propagation et que État et banques sont étroitement liés. C'est ça. Alors on s'aperçoit, et ça c'est une des incohérences dans la gestion de l'euro, c'est-à-dire qu'on a gardé des systèmes bancaires qui sont en fait très nationaux, au sens où les banques détiennent des titres de leur État, des obligations publiques. Il y a un biais national dans la détention qui est considérable. En Grèce, mais aussi d'États étrangers. Oui, mais en Grèce, les banques grecques détiennent plus de 90% des titres grecs. Donc le jour où l'État grec est en difficulté, les banques grecques sont en difficulté, instantanément. Et dans l'autre sens, les États restent individuellement responsables du sauvetage de leurs banques. Donc le jour où les banques irlandaises sont en difficulté, l'État irlandais est en difficulté. Donc il y a Sans avoir, dans le mécanisme de l'euro, la roue de secours qui serait la banque centrale pour être le prêteur en dernier ressort. La banque centrale a agi comme prêteur en dernier ressort vis-à-vis des banques. Elle l'a fait de manière Elle le fait encore aujourd'hui. Elle le fait encore aujourd'hui. Elle ne veut pas le faire vis-à-vis des États. Et puis, lorsque vous avez des problèmes de solvabilité, ce n'est pas la Banque centrale qui va y répondre. C'est la question de savoir est-ce qu'il y a derrière une forme, par exemple, d'assurance des dépôts avec une mutualisation de la capacité budgétaire qu'il faut derrière un système d'assurance des dépôts. Donc, aux États-Unis, lorsqu'une banque fait faillite, tout le monde considère que c'est l'État fédéral qui doit sauver la banque. Ça ne peut pas être l'État dans lequel la banque est établie. Aujourd'hui, on a des très grandes banques en Europe. On a des banques qui dépassent la capacité des États. On considéré que certains pays ont considéré que le système bancaire, c'était une spécialisation comme une autre.
Sauf que quand vous vous spécialisez dans la banque, vous avez un risque budgétaire considérable derrière. Et ce risque budgétaire, il n'est pas mutualisé, il est resté localisé dans l'État où sont les banques. Typiquement le cas de l'Irlande. Pour ne pas parler de l'Islande, qui du coup a été, dans le système bancaire, a été rayé de la carte. Alors, la crise... Donc cette corrélation entre banque et État, c'est un point de fragilité qui reste, qu'on n'a pas du tout corrigé. Parce que là-dessus, on n'a rien fait. Et donc je pense que l'angle d'attaque, c'est entièrement un problème de surveillance budgétaire, c'est entièrement un problème de discipline, néglige ces facteurs structurels de faiblesse et de vulnérabilité. Alors, on va y revenir. Donc, liaison étroite entre les menaces sur la dette souveraine et sur les banques, propagation d'un pays à l'autre, tout le Sud s'enflamme. Alors, symbolisé par le problème du triple A, qui approche les rives françaises aujourd'hui, d'où naît dans l'opinion chez certains experts politiques et même économistes la tentation du démontage. C'est-à-dire dire mettons fin à cette zone euro. Oui, alors comme vous le disiez au début, c'était un scénario qui était strictement impensable. Il y a un an ou deux, personne ne l'envisageait. Il y a quelques économistes qui l'ont envisagé. Oui, mais qui l'envisageaient pas comme une probabilité. Ils l'envisageaient comme... ils pensaient que c'était une erreur. Il y a des gens qui, depuis le début, pensent que c'est une erreur d'avoir fait l'euro, et donc ils pensaient qu'un jour ou un autre viendrait le moment où il faudrait le défaire. Mais disons que les entreprises ne se posaient pas la question, les banques ne se posaient pas la question, les investisseurs internationaux ne se posaient pas la question. Et puis maintenant, progressivement, avoir la difficulté à gérer cette crise, c'est une crise périphérique qui peu à peu devient une crise existentielle, du coup, il se pose la question. Et du coup, ça devient, non pas à mon avis, le scénario le plus probable, de très loin. Je pense que c'est un scénario, disons, de risque marginal, mais un risque marginal qui est suffisamment important pour qu'on se pose la question, tous les responsables d'entreprise doivent se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passerait pour eux, quelles implications. Et quand on réfléchit, je pense que c'est un scénario qui fait très peur, parce qu'il y a évidemment le fait que rien n'est prévu, il y a évidemment le fait que ce serait un grand chaos par le fait qu'on réintroduirait des monnaies nationales. Enfin, quand on voit tout ce que ça a pris de préparation technique de passer à l'euro, le fait qu'il n'y ait aucune préparation technique pour en sortir, ça impliquerait qu'il y aurait certainement beaucoup de désordre dans les implications. Enfin, nous sommes des économies sophistiquées avec des systèmes informatiques complexes. Ce n'est pas des économies comme l'économie ukrainienne quand elle est sortie de la zone rouble où il suffisait d'imprimer des billets. Donc il y a ça, mais surtout il y a une... Vous ne croyez pas au scénario, on va imprimer des billets en secret les imprimeurs suisses sont très efficaces. Si vous leur commandez des billets aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être vous pouvez les avoir dans un mois, j'en sais rien, mais ce n'est pas ça le sujet. On est quand même des économies dans lesquelles les billets, ce n'est pas l'essentiel de la circulation monétaire. Donc, mais surtout, nos économies, il y a un point sur lequel l'euro a réussi, c'est que l'intégration financière de nos économies s'est beaucoup développée. Chaque pays de la zone euro, en moyenne, avait en 2008, la dernière année pour laquelle on avait à peu près des évaluations, 100% de son PIB en avoir sur le reste de la zone euro. Bon. Pour la France, si je regardais les derniers chiffres, c'est à peu près ça aussi. Donc ça veut dire qu'il y a toutes ces avoirs et ces dettes qui sont aujourd'hui en euros. En quoi est-ce qu'on les convertit? Et selon la manière de convertir, on crée des gains et des pertes de manière quasiment aléatoire, parce que selon une règle... C'est-à-dire qu'une entreprise qui a des dettes en euros et qui repasserait à la pesette ou au franc, par exemple... Donc, si elle garde ses dettes en euros et si elle a ses revenus en pesette ou en franc, ça devient une dette insoutenable. Exactement. Mais la même dette en euros, d'ailleurs, si elle a une dette en euros qu'elle a contractée à Londres, c'est probablement sur le marché de Londres, donc ça reste en euros. Si elle l'a contractée... Il y a toujours des économistes qui disent on peut faire une conversion forcée. Oui, mais enfin, quand on fait une conversion forcée, il y a toujours deux côtés dans une transaction financière. Il y a le créancier et le débiteur. Donc la question, c'est à qui est-ce qu'on va imposer les pertes? Est-ce que c'est au créancier ou au débiteur? Et il se trouve qu'on est tous créanciers et débiteurs, puisqu'il y a beaucoup d'intégration financière. Donc c'est ça la difficulté, c'est que vous raisonnez comme si vous avez une unité, vous gérez votre bilan, et puis le jour où on change les unités, vous avez une partie de votre bilan qui change de valeur. Et ça, c'est terrifiant pour tout le monde. Alors, les marchés financiers sont de plus en plus à l'assaut de la zone euro. On reparlera de tous les instruments qui ont été mis en place. La réaction principale des gouvernements, ça a été
mesure restrictive après mesure restrictive, et on a l'impression d'être entré dans une spirale infernale où chaque pays fait de la surenchère sur les mesures restrictives, et ça ne donne pas des mesures crédibles non plus pour les marchés. Donc l'économie européenne risque de rentrer en récession en 2012 sans qu'on regagne la crédibilité des marchés financiers. Je crois d'abord qu'il faut, évidemment, les problèmes budgétaires sont sérieux, ils sont aigus dans certains pays, ils sont sérieux à peu près partout, et donc il faut avoir des plans d'ajustement. Le problème, c'est quelle est la bonne manière de le gérer. On sait qu'en général, la bonne manière de le gérer, c'est de se fixer des objectifs dans ce type de situation, dans laquelle l'économie va mal et en même temps on a ces problèmes budgétaires, c'est de se fixer des objectifs pour le moyen terme qui sont ambitieux, sous des hypothèses suffisamment prudentes pour que voilà, on ne puisse pas dire que c'est simplement une manière de prétendre en sortir, mais ensuite d'étaler les efforts dans le temps, de manière à ne pas, par exemple, viser une cible de déficit nominal et de dire, quoi qu'il arrive, j'atteindrai ma cible. Mais là, en 2012, c'est tout le monde en même temps. Ah ben là, c'est tout le monde en même temps, et avec une prédominance de cible de déficit nominal. Et donc, le problème, c'est que les marchés qui sont... qui ne croient pas particulièrement que la réduction des déficits, c'est toujours une bonne chose. Ils se posent la question de savoir est-ce que ces dettes sont soutenables. Et donc si on leur dit on va réduire le numérateur, mais en même temps on va réduire le dénominateur, prenez un pays comme l'Italie. L'Italie a 4% de déficit public, elle a 120% de dette publique. Le problème, c'est la dette. Le problème, c'est de savoir avec quelle croissance il va y avoir pour permettre de réduire le ratio dette sur PIB. Et puis dans quel délai on peut rembourser la dette? Oui. Est-ce qu'il faut le faire brutalement? Est-ce qu'il faut réduire les déficits brutalement, ou est-ce qu'il faut se donner un échelonnement? Oui, mais quand vous avez une dette publique de 120% du PIB, de toute façon, quoi que vous fassiez, elle sera là pendant assez longtemps. Donc la question, c'est beaucoup plus, est-ce que vous créez les conditions pour qu'il y ait de la croissance, qui fait que votre dénominateur va augmenter, donc votre ratio de dette publique va pouvoir baisser, que de savoir si vous allez avoir tout de suite la mesure qui vous permet de réduire le déficit. Mais donc l'équilibre entre les deux est difficile. Mais les Japonais, par exemple, vivent avec une dette qui, je crois, est de 200% du PIB, sans que le yen soit attaqué par les marchés. Bon, d'abord, elle est en réalité un peu plus faible parce que s'il y a beaucoup disons, c'est une dette brute, mais il y a beaucoup de cette dette qui est détenue par le secteur public lui-même. Ensuite, les Japonais, ils ont aujourd'hui une situation dans laquelle c'est essentiellement financé par les Japonais, à travers de l'épargne captive. C'est quasiment de la répression financière. Et donc, les ménages japonais acceptent de ne pas être rémunérés sur leur épargne et de détenir de la dette publique. Bon, ce n'est pas la situation en Europe où la dette publique est sur les marchés. Alors, ça peut le redevenir, hein, après tout. Et c'est Carmen Reinhardt qui a montré qu'on sortait des périodes de grand endettement public, souvent par de la répression financière, comme on l'a fait dans l'après-guerre en Europe. Mais ça veut dire effectivement forcer les gens à détenir de la dette publique, ce qui n'est pas forcément très souhaitable à un moment où on aurait quand même besoin de faire que l'épargne aille vers le développement économique. Alors les pays du sud de la zone euro se sont lancés dans des surenchères de mesures restrictives. 2 tours de vis en France, il y en aura probablement un 3e avant les élections présidentielles. Enfin, on peut faire un pari sur cette question. Et puis du côté européen, sommet après sommet, on a mis en place des nouveaux instruments. Alors on les liste, le Fonds européen de stabilité financière, le mécanisme de stabilité européen, le Securities Market Programme. Le dernier en date, c'est le prêt de 500 milliards d'euros aux banques. Alors on ne va pas rentrer dans la technique, mais on a l'impression qu'à chaque fois, par rapport au marché financier, ça ne les calme pas, ils n'y croient pas. On avait un problème d'absence totale de dispositifs de gestion de crise. L'euro a été construit avec l'idée, si le système de prévention est bon, on n'a pas besoin de système de gestion de crise. Un peu comme vous disiez, voilà, vous avez des dispositifs d'alerte incendie, vous n'avez pas besoin d'avoir une compagnie de pompiers. Donc, on a été obligé d'inventer ces dispositifs de gestion de crise, y compris les instruments financiers, à partir de la crise grecque. Et donc ce que vous avez cité, ce sont ces instruments qu'on appelle maintenant le pare-feu, les pare-feux qui ne fonctionnent pas. À chaque fois, les marchés ont l'air de dire que ce n'est pas assez. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? D'abord parce qu'il y a une question de dimension.
C'est-à-dire que c'est le secrétaire d'État au Trésor, Hank Paulson, qui disait quand vous avez un bazooka dans la poche, vous n'aurez probablement pas besoin de vous en servir parce que tout le monde le sait. Mais si vous avez un pistolet à eau. Un pistolet à eau, là, vous serez obligé de le sortir et je ne vous impressionnerai pas beaucoup. Et c'est exactement ça. On n'a pas sorti le bazooka. On n'avait pas de bazooka. On avait la capacité, quand on a constitué ce fonds, cette facilité financière, on l'a calibrée pour dire il faut qu'elle puisse traiter la Grèce, enfin, une deuxième partie de la Grèce. Parce que la première partie, c'était du bilatéral. Et puis, il faut qu'elle traite l'Irlande, le Portugal, tout ça, c'était anticipé, l'Espagne, mais pas l'Italie. Donc, on savait qu'on avait une capacité limitée. Et quand la crise s'est étendue, on a approché les limites de cette capacité. Et puis surtout, on n'avait pas prévu qu'à l'époque, il faille intervenir sur le marché de la dette, hein, non pas prêter au pays dans le cadre de programmes d'ajustement, mais intervenir directement sur le marché de la dette. Et là, c'est trop petit. Donc, on ne l'a pas vu venir, ça on le comprend bien, mais aujourd'hui on le voit très clairement. Est-ce que le bazooka, et c'est celui qui est réclamé par les marchés, c'est pas la monétisation de la dette? Alors vous allez me dire, il y a des tas d'obstacles, c'est pas possible, etc. Mais est-ce que c'est pas le bazooka ultime? Je pense pas que le... D'abord, pourquoi la situation est différente en Europe? Pourquoi est-ce que l'Espagne est maltraitée quand le Royaume-Uni se porte bien? Là, vous ranimez une polémique. J'ai pris l'Espagne. Parce que je pense qu'il y a derrière ça, il y a la perception, non pas que nécessairement la Banque d'Angleterre va faire n'importe quoi et va monétiser la dette, mais le fait que la Banque d'Angleterre considère qu'il est de sa responsabilité d'empêcher qu'il y ait une crise spéculative sur la dette de l'État britannique. Or, aujourd'hui, la BCE ne considère pas que c'est sa responsabilité vis-à-vis des pays de la zone euro. À la fois pour des raisons de doctrine, mais aussi pour des raisons de gouvernance. Parce que de faire ça, c'est d'intervenir en faveur d'un pays particulier. Et ça, c'est compliqué, parce que s'il y a des pertes, il va falloir ensuite les répartir. Donc il y a la question de savoir qui décide. Est-ce que ce sont les actionnaires? En fait, ce ne sont pas les actionnaires, puisque la BCE... tous les gouverneurs pèsent la même chose. Et donc, l'institution n'est pas faite pour ça. C'est beaucoup plus facile pour une banque centrale qui a un seul actionnaire de dire, ben voilà, j'interviens en ma faveur de mon actionnaire, mais si je fais des pertes, tant pis, je les passerai à mon actionnaire. Ce n'est pas la situation qu'on a. Donc, je pense que la réponse aujourd'hui, c'est beaucoup plus si la stratégie qui est mise en œuvre actuellement, qui consiste à dire, voilà, on fournit de la liquidité aux banques, on essaie de traiter la crise bancaire, on fait de l'ajustement budgétaire, on annonce des réformes de la gouvernance, et on espère que les marchés vont se calmer. Si les marchés ne se calment pas, c'est-à-dire si les émissions du début de l'année ne se passent pas bien, je pense que la vraie réponse à ce moment-là, c'est plus structurel. C'est de dire, est-ce qu'on va mutualiser les dettes publiques? Non pas les monétiser, mais avoir un système de co-responsabilité, ce sont les fameuses eurobonds. Et ça implique aussi des conditions de gouvernance, des conditions politiques, et donc ça rouvre tout un débat. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce que disent les marchés, c'est très souvent, on entend ça, une union monétaire sans union budgétaire, c'est bancal. C'est presque comme un système de change fixe. C'est pas robuste. Donc, c'est à cette question... On en a fait trop ou pas assez d'eux. Voilà, il y a trop d'Europe ou pas assez d'Europe. Exactement. Et donc, ça nous renvoie aux discussions qu'on avait tout au début, qui était, est-ce que cet euro, c'est un point d'aboutissement? Est-ce que c'est quelque chose qui ensuite n'aura plus besoin d'évoluer? Ou est-ce que c'est une étape dans un processus et l'intégration monétaire, ça va appeler d'autres formes d'intégration? Alors, je ne crois pas qu'on ira vers un budget fédéral considérable, je ne crois pas que ce soit le modèle des États-Unis, mais je crois que la question de savoir, comment on traite cette interdépendance, ce cercle vicieux État-banque, est-ce qu'il faut aller vers une forme de fédéralisme financier? Et deux, est-ce qu'il faut avoir des formes, recréer un actif sûr en mutualisant une partie des dettes publiques? Ce sont des questions lourdes, et ça, ce sont des questions, disons, qui répondraient à cette interrogation. Est-ce que vous avez bien compris la crise que vous avez et est-ce que vous êtes disposé à prendre des mesures plus structurelles pour la traiter? Alors, Jean Pisani-Ferry, malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. On ne peut pas fouiller tous les recoins de votre livre. Il y a une question que j'aurais aimé développer avec vous. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps parce que même une fois réglés les problèmes de déficit, les problèmes de dette, il y aura encore le problème de compétitivité de l'Europe du Sud et de compétitivité de la France en particulier. Et régler le problème de la dette et régler le problème des déficits ne réglera pas le problème de la compétitivité. Alors, vous concluez le livre en disant finalement, le problème, il est politique, en quelque sorte, et vous parlez d'une union de l'euro. Alors, qu'est-ce que vous entendez par une union de l'euro?
L'union de l'euro, ça consiste à dire, si on constate qu'effectivement, on a construit quelque chose de bancal, on a besoin de le compléter. On a besoin de le compléter pour les pays qui participent à l'euro. Que l'euro. Que oui, les pays qui sont dans l'euro. Oui, parce que les autres, ils n'ont pas les mêmes besoins. Si vous voulez, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas faire. C'est l'Europe à deux vitesses. C'est de l'Europe à deux vitesses. Alors la question, c'est comment gérer ça avec d'un côté les pays qui veulent rejoindre, pour pas que la marche soit trop haute. Un pays comme la Pologne, par exemple, veut rejoindre l'euro. Plus on crée de l'intégration entre les pays de la zone euro aujourd'hui, plus on monte le niveau de la marche qu'il va devoir franchir le jour où il rejoindra. Donc il y a cette question-là. Et puis il y a la question encore plus difficile et surtout plus polémique avec les Britanniques, qui est qu'est-ce qui appartient à l'euro et qu'est-ce qui appartient au marché unique. Et notamment, toutes les questions de régulation bancaire, elles sont entre les deux. Puisque d'un certain côté, on peut dire c'est de la concurrence dans le sein du marché unique, c'est de la régulation à 27. Et de l'autre côté, on peut dire oui, mais il y a un certain nombre d'aspects sur lesquels la monnaie et la régulation bancaire, c'est très lié. Et ça, il faut que les pays de la zone euro le traitent entre eux. Et donc, trouver le bon partage entre les deux, c'est l'arrière-fond de toutes ces polémiques qu'on a eues avec David Cameron et Nicolas Sarkozy lors du dernier sommet de la zone euro. Jean Pisani-Ferry, Le Réveil des démons, l'un des meilleurs essais de l'année. Merci. Merci.